Bien, monsieur le bourgmestre, monsieur le premier vice-recteur, monsieur le coordinateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers étudiants, chères étudiantes, je suis vraiment ravie d'être là ce soir pour la deuxième édition pour le cycle 2024-2025 des invités de l'UMONS, pour lequel nous avons l'honneur de recevoir monsieur le bourgmestre Thomas Dermine. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour cette conférence sur Charleroi, la métamorphose s'accélère. Je me dois d'excuser monsieur le recteur qui ne peut pas être présent, retenu à d'autres obligations. Et je vais souhaiter d'ores et déjà la bienvenue à Thomas Dermine et le remercier de sa présence malgré un agenda particulièrement chargé et difficile. Et comme monsieur Pagano l'a dit, monsieur le recteur, je lui donne une promotion. Et comme monsieur Pagano l'a précisé, il doit participer à la remise des prix du Carlo de l'année, donc il devra s'éclipser un peu plus tôt que prévu. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons tout le temps de profiter de sa présence. Alors je vais commencer, comme il en est de coutume, par le présenter son parcours. Alors ça tombe bien, puisque monsieur Dermine, c'est un pur Carolo. Il est né à Charleroi en 1986 et il a fait ses études en partie en néerlandais à l'Abdij School de Termont en Flandre orientale. Alors il entreprend ensuite des études d'ingénieur de gestion à Solvay, études qu'il va compléter par un master en sciences politiques à l'ULB également. Il obtient ensuite une bourse de la Belgian American Education Foundation pour étudier à l'université de Harvard à Boston. De 2009 à 2016, il travaille comme consultant pour l'entreprise McKinsey dans plusieurs pays, ainsi qu'auprès d'autres employeurs privés. En 2017, c'est à Charleroi qu'il revient pour travailler sur le fameux plan Catch qui a visé à accélérer la création d'emplois dans la région de Charleroi. Et ce travail est remarqué et lui vaut le prix de Wallon de l'année 2018 décerné par l'Institut Jules Destrée. En octobre 2020, il est nommé secrétaire d'État à la relance et aux investissements stratégiques, chargé de la politique scientifique. Il pilote ainsi le plan national pour la reprise et la résilience au niveau belge. Le plan comporte pas moins de 118 projets pour un montant total de 7,5 milliards d'euros. Lors des élections du 9 juin 2024, il est alors élu député au Parlement wallon. Aux élections communales du 13 octobre, alors il remporte 11 360 voix de préférence, juste derrière Paul Magnette, et comme convenu, devient le bourgmestre de notre belle ville de Charleroi le 2 décembre 2024. Notons, puisque c'est important pour nous, qu'il est également membre du conseil d'orientation stratégique de l'Université de Mons. Et dès à présent, j'ai le plaisir de lui laisser la parole. Merci, professeur, pour votre gentille introduction. Merci, professeur Pagano, cher Giuseppe, pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir ici, dans ces magnifiques bâtiments du centre universitaire Zénogramme, ô combien important pour la ville de Charleroi. Vous remettrez mes salutations au recteur, mais il est tout excusé. Et encore vendredi passé, on était ensemble dans mon bureau à l'hôtel de ville pour réfléchir au projet d'avenir et au futur universitaire de Charleroi. Donc il reste très proche de son ADN Carolo, et je sais que c'est important pour lui les développements universitaires à Charleroi et que l'université de Mons a un rôle extrêmement privilégié à y jouer. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et de partager plusieurs éléments. Alors quand j'ai préparé cette présentation, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à un public qui est probablement largement, majoritairement Carolo, en tout cas j'en vois plusieurs dans la salle, et leur raconter une histoire sur Charleroi dont ils connaissent probablement certaines parties, mais peut-être pas toutes. Et donc j'ai assemblé deux présentations. Une partie qui est originaire du projet de ville. Vous savez, au début d'une mandature, on fait un projet de ville pour les 6 années qui viennent, donc ici pour la période 2024-2030, que j'ai présenté au conseil communal de Charleroi mi-décembre, et une partie qui est en fait une présentation
que je donne quand je dois expliquer à des investisseurs ou à des gens qui ne connaissent pas Charleroi ce qu'est Charleroi et la direction qu'on veut lui donner. Et j'espère que vous trouverez ça intéressant. En tout cas, je suis ravi d'être là. Quand j'écoutais ta présentation, et c'est une réflexion que j'ai parfois, c'est que des gens disent « Tiens, t'as vécu à l'étranger, pourquoi en fait t'es revenu à Charleroi ?» Je pense qu'il y a une phrase magnifique de Jacques Brel qui dit qu'on passe quelque part son enfance et son adolescence à définir ses rêves, et puis toute sa vie adulte à essayer d'en réaliser quelques-uns. Enfin, vous connaissez Brel, il l'exprime beaucoup mieux que ce que je le fais. Mais moi, il y a quelque chose de très profond dans ce lien à Charleroi, qui est un lien aussi familial. Et je pense que le fait d'avoir vécu à Charleroi dans les années... grandi dans mon adolescence, dans les années 90 à Charleroi, il y a quelque chose de très profond de cet attachement. Et on partage cette relation très particulière en tant que Carolo à sa ville. Et être bourgmestre, c'est le plus beau métier du monde qu'on puisse faire pour y contribuer. Donc cette présentation que j'ai intitulée Ville de projet, allons-y. Et commençons par... Et alors j'oublie de dire, vous avez dit 19h30, mais on peut élargir un peu, parce qu'effectivement il y a le Carolo de l'année au Bois du Casier. Mais maintenant que je sais que j'ai pas gagné, je peux arriver un peu en retard, donc il n'y a pas de problème. Ça fait même bien d'arriver en retard quand on n'a pas gagné, alors de dire... Est-ce qu'il va venir s'il n'a pas gagné? Oui, non. Il vient en retard. Comme ça, il montre qu'il n'est pas vraiment mauvais perdant, mais qu'il est quand même pas content de ne pas avoir gagné. Donc, voilà. Commençons par l'histoire. Chers amis. Charleroi, c'est une ville extrêmement jeune. Tout le monde le sait. C'est la deuxième ville la plus jeune de Belgique, après Louvain-la-Neuve. Et effectivement, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, c'était un simple petit village. Si vous regardez, il y a des cartes de Ferrari, qui est un cartographe de la fin du Moyen-Âge, qui montre Charleroi et sa région à l'époque. En fait, ça ressemble tout à fait au paysage qu'on a quand on va vers Am-sur-Eure, quand on voit les différents villages, les vallées très champêtres, quelques petits bourgs avec une église et quelques villages très champêtres. Et ça a été ça pendant l'essentiel de l'histoire de Charleroi, jusque vers... 1650, 1666, où Charleroi devient d'abord une place militaire. Pour sa position stratégique sur cet éperon rocher, Charleroi, le petit village de Charnois devient Charleroi, avec un Y, brièvement Libre-sur-Sambre. Je trouve ça très poétique comme nom. C'était le nom de Charleroi pendant la période révolutionnaire. Et puis on a une histoire très compliquée à Charleroi. Je mets les plus férus historiens, y compris... Monsieur Lierneux, que je vois là, de m'expliquer les différents mouvements qu'il y a eu à Charleroi, tantôt espagnole, tantôt française, tantôt hollandaise, puis vice-versa. Enfin bref, Charleroi est un grand champ de bataille pendant plusieurs années, mais avec une population essentiellement limitée, quelques agriculteurs, quelques proto-industries, des cloutiers, et aussi beaucoup de militaires. Le vrai choc à Charleroi, et c'est indissociable de notre ADN, c'est la période industrielle. Et souvent, on évoque ce passé industriel de façon tantôt comme un mythe, tantôt comme une période noire. Mais c'est un phénomène, je pense, qu'avec notre grille actuelle, on a des difficultés à concevoir la fulgurance de ce qui s'est passé ici pendant quelques décennies. Sur une période d'environ 50 ans, une ville comme Charleroi, qui était essentiellement des villages, devient pas une ville, mais ce qu'on appelle une conurbation industrielle. Donc un assemblage de petits villages qui grandit de façon complètement anarchique, c'est-à-dire qu'autour des industries, autour des puits de mines, des villages, des quartiers se créent, mais sans structure ordonnée. Il n'y a pas un Haussmann Carolo qui va vous dire on va faire une grande avenue bien droite, et là on va mettre un quartier, là on va mettre l'usine, là on va mettre ceci. Et c'est pour ça que ça explique encore aujourd'hui la nature urbaine très particulière de Charleroi. Enfin, essayez de vous retrouver, même moi qui suis Carolo jusqu'au bout des ongles, vous retrouvez dans certains quartiers de Jumet, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de structuration spatiale. C'est des villages, Jumet-au-Bois, Jumet-Aigne, etc., qui se sont regroupés, rejoints au moment de l'industrialisation, mais il n'y a pas vraiment de conception de la ville intégrée comme on peut retrouver dans d'autres villes. Toujours est-il que c'est vraiment un phénomène d'une extrême fulgurance. 200 000 habitants en 50 ans, c'est le genre de croissance qu'on observe aujourd'hui dans des villes en Chine, mais c'est vraiment à l'échelle européenne très très rare. Il y a Hervé Asquin qui avait cette expression sur Charleroi, qui disait Charleroi
dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est la Silicon Valley de l'Europe occidentale. Et il y a quelque chose de vrai là-dedans. Quand vous avez à un moment une concentration massive de ce que l'Europe compte de meilleurs talents, compte de ce qu'on appellerait aujourd'hui du venture capital, mais qui venait pour développer les techniques les plus avancées sur la machine à vapeur, dans l'industrie du verre, etc. C'est un processus qui s'est arrêté. Bon, alors il y a un débat entre les historiens quand ça s'est arrêté. Moi, je pense que ça s'est arrêté relativement tôt. On a l'impression que la désindustrialisation, c'est après la guerre. En fait, pour moi, c'est dès après la Première Guerre mondiale, on commence à voir que ça capote. Il y a une thèse parmi les historiens, mais à discuter après, qui dit qu'en fait, le drame de Charleroi, c'est que son industrie a été complètement détruite pendant la Première Guerre mondiale et relativement épargnée pendant la Seconde. Ce qui fait qu'on a réinvesti massivement dans les années 20, dans les années 30 pour reconstruire, sur base de technologies qui sont devenues relativement obsolètes, quand ceux qui avaient eu leur industrie détruite par la Seconde Guerre mondiale ont reconstruit dans les années 50-60. Ce qui explique pourquoi à Charleroi, par rapport à d'autres territoires industriels, typiquement en Angleterre ou dans la vallée de la Ruhr en Allemagne, on a un déclin industriel qui a commencé 20 à 30 ans avant, parce qu'en fait on avait un appareil industriel qui était obsolète de façon plus récente. Ensuite, on a eu une longue phase, parce que l'objectif, même si c'est ma grande passion, l'histoire industrielle et singulièrement celle de Charleroi, ce n'est pas l'objectif de l'exposer, je préfère qu'on parle du futur, mais il y a eu un grand déclin. Alors ce déclin, quand vous écoutez, on vous dit parfois, oui, mais pourquoi on en parle toujours alors que c'était il y a très longtemps ? Et c'est vrai que c'était il y a très longtemps. Moi, je préfère qu'on parle de ce qui va arriver dans les 20 ans qui viennent plutôt que ce qui s'est passé dans les années 70, mais c'est important parce que ça explique aussi une série des difficultés qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu une perte d'environ 50 000 emplois sur 25 ans. Dans l'absolu, ça peut sembler, oui, 50 000. 50 000, c'est comme si on se prenait un crash équivalent à Caterpillar à la fin, il y avait environ 2 500 emplois, tous les ans pendant 25 ans. C'est d'une violence absolue, parce que quand vous avez des fermetures industrielles dans n'importe quelle ville, c'est un drame. Mais quand vous avez une ville qui n'existe que par et pour l'industrie, puisqu'elle n'existait pas avant l'industrie, il y a toute une série de fonctions qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de cours le siège de la justice, il est à Mons, l'université, elle n'était pas ici. Charleroi est une ville qui a été créée vraiment pour servir l'industrie. Et quand dans une ville comme ça, l'industrie se retire, c'est pas seulement une catastrophe, mais c'est vraiment un questionnement profond qui est au cœur de notre identité de Carolo. C'est-à-dire qu'on vit dans une ville qui, en fait, est en doute permanent, parce qu'elle a perdu une partie de ce qui avait créé sa substance en premier lieu. Et c'est là qu'intervient une seconde phase intéressante, qui est une phase que je date à partir des années 70-80, au moment de la fusion des communes, où Charleroi se dit, Charleroi, c'est pas un cœur qui correspond plus ou moins à l'Entraring, où il y a les grandes fonctions, la justice, l'ancienne fonction militaire, qui est essentiellement bourgeois, et puis des bourgades industrielles partout autour. Charleroi, c'est le début, dans les années 80, d'une période que je trouve intéressante, qui s'est mal finie, mais qui est une période intéressante, on s'affirme comme une métropole. C'est-à-dire qu'on n'est pas un endroit qui est juste le hasard de l'industrie, mais on est une ville qui prend corps, on est une ville qui regarde vers l'avenir, on s'affirme comme une métropole multiculturelle qui est fière de sa diversité, on essaie de développer des thématiques sur lesquelles on veut être fort, c'est l'époque de Charleroi la sportive, Charleroi qui commence à développer son développement économique sur des nouveaux axes avec l'aéroport, l'ULB qui commence à décentraliser, l'UMONS qui commence à décentraliser des cursus, la province qui continue à développer ses enseignements secondaires et supérieurs, et c'est la première tentative entre les années 80 et 90. C'est la période qu'on assimile un peu aussi au majorat de Jean-Claude Van Coenberg. On essaie de faire de Charleroi quelque chose d'autre qu'une ville industrielle. Avec des côtés très positifs, avec d'autres côtés moins positifs, mais en tout cas, il y avait l'essai de construire Charleroi en tant que première métropole wallonne, avec des axes de développement, et de sortir un peu Charleroi de son marasme qui regarde toujours vers le passé. Comme je vous le disais, ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini parce qu'on a eu entre 2005 et 2012 une ville à l'arrêt. Moi, c'est la période durant laquelle j'ai grandi, et quand je vous disais quelque part ce lien un peu particulier à Charleroi, c'est aussi parce que j'ai grandi dans cette période-là avec une triple faillite. Une faillite politique, c'est pas dans n'importe quelle ville qu'on arrive avec une grande partie de la classe politique, et mon parti politique en porte une responsabilité qui est déclassée par des affaires de gestion. Une faillite morale,
c'est l'époque des affaires de pédophilie avec Marc Dutroux, qui a marqué une génération. Moi, j'ai exactement l'âge qu'auraient eu Julie et Mélissa à l'époque. Ça m'a vraiment très fortement marqué, et toute une génération. Et c'est encore un stigmate dans la réputation de Charleroi, si vous parlez à des gens de l'étranger. Et enfin, une crise économique. Parce qu'on y reviendra. Moi, j'ai daté, mais vous savez toujours, c'est un peu le problème quand on fait des grandes périodes. En fait, le déclin industriel, c'est pas terminé dans les années 80. Si vous regardez sur les 15 premières années du 21e siècle, on a encore eu des fermetures pour près de 10% de l'emploi sur Charleroi. C'est la fin de la phase à chaud sur Carcide, c'est AGC à Roux, c'est la première phase de Caterpillar. Et donc, on a eu entre 2005 et 2012 vraiment une phase qui se termine. On repartait à la fin du millénaire. Je ne sais pas si vous avez un peu cette lecture, mais allez, on va relancer Charleroi. Il y a un signe d'espoir. Charleroi qui se réinvente, la bande dessinée, l'aéroport, Charleroi la sportive, avec des questions aussi budgétaires. Moi, je le vois maintenant en gérant les finances de Charleroi. Il y a des trucs qui n'étaient pas tout à fait pérennes dans leur financement. Mais en tout cas, il y avait une vision. Et puis, on a eu 10 ans, début du XXe siècle, Charleroi à l'arrêt. C'est aussi une période qui, d'un point de vue culturel et citoyen, est très féconde, parce qu'il y a plein de collectifs, il y a plein d'initiatives qui sont nées à cette période-là, pour quelque part aussi combler le vide d'initiatives politiques durant cette période. Ensuite est commencée une période, à partir de 2012, moi je ne suis pas là ici pour faire l'apologie de tout ce qui a été fait durant cette période-là, mais en tout cas on peut dire ce qu'on veut de Paul Magnette, mais il y a eu une vision pour la ville. Charleroi retrouvait une ambition, se disait, tiens, mais il y a certaines fonctions dans notre ville qui n'existaient pas, qui sont absolument nécessaires, la création d'un campus, de grandes infrastructures urbaines, avoir des entrées de ville ou des places qui ressemblent à autre chose que des parkings à ciel ouvert. Et il y a eu le début de se dire, tiens, c'est quoi notre vision pour Charleroi et comment on la matérialise en commençant par des grands projets d'infrastructures. Donc vous le voyez, l'histoire de Charleroi, c'est une histoire récente et une histoire qui est faite de haut et de bas, d'un village champêtre à une ville forteresse, une ville-usine, une ville en déclin, une ville qui essaye de se réaffirmer en tant que métropole postmoderne dans les années 80-90, une ville qui vit une grande période d'arrêt, la fin d'un cycle au début du XXe, et une ville qui entame une métamorphose en 2010-12. Et moi, la façon dont je vois mon majorat, et je le dis très clairement, je ne serai pas un Paul Magnette bis. Parce que pour ceux qui me connaissent, qui connaissent Paul, je n'ai pas les mêmes qualités que Paul Magnette a. Je n'ai pas les mêmes défauts non plus. Je veux pas qu'on rigole, mais... mais on partage la même ambition pour Charleroi. On partage la même vision de Charleroi en tant que cœur d'une métropole de 600 000 habitants qui doit avoir toutes les fonctions et toutes les infrastructures d'une ville. Peut-être qu'à la différence de Paul, je pense qu'il y a plusieurs étapes et qu'il y a une première étape qui est une étape pour rénover une ville d'infrastructure, mais que maintenant, le cœur de notre projet doit se recentrer sur les citoyens et sur quelles sont les conditions de l'attractivité. Comment on fait pour que Charleroi redevienne une ville où on a envie d'y habiter? Comment on fait pour regagner des habitants à Charleroi? Comment on fait pour recréer une vraie mixité sociale dans nos quartiers? Comment on fait pour que ces magnifiques infrastructures étudiantes, bon, c'est une première étape, avoir l'enveloppe, le contenant. Maintenant, comment on fait pour faire en sorte que l'écart qu'on a de participation à l'enseignement supérieur, on le comble? Comment on fait pour attirer plus d'entreprises à Charleroi, réinjecter plus de rues dans nos villes? Et donc, il y a une continuité avec ce qui a été fait précédent sur la vision, mais il y a vraiment une différence sur les moyens qui seront employés, parce que nous, ici, et vous le voyez peut-être dans la communication sur les premiers mois, on reparle en fait des sujets qui sont pas toujours les plus sexy, mais qui sont les sujets absolument essentiels pour Charleroi. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des places qui sont magnifiques, mais s'il n'y a personne le soir, parce que personne ne se sent en sécurité, eh bien, vous n'êtes pas très loin. On a beau avoir un magnifique campus, mais si on n'est pas capable de dire dans 10 ans au recteur de l'UMONS et au recteur de l'ULB, tiens, mais vous avez à Charleroi une population étudiante conséquente, on n'aura fait qu'une moitié du boulot. Et ça, c'est vraiment les leviers essentiels pour les prochaines années. Maintenant, j'embraye sur la deuxième partie de la présentation, qui est une présentation que je fais en général quand je suis avec des investisseurs étrangers. J'ai passé 3 jours, il y a la semaine passée,
au MIPIM à Cannes, c'est le salon de l'immobilier. Je vous déconseille fortement d'y aller, c'est absolument horrible. Vous avez tout ce que la planète compte de personnalités de l'immobilier qui boivent du rosé sur une plage alors qu'il fait froid, vraiment pas du tout mon truc. Mais c'est intéressant parce qu'on voit plein de promoteurs. Je vois qu'il y a quelqu'un de chez YT qui était là avec moi la semaine passée. Je ne sais pas si tu partages la même lecture, mais bon, pas une expérience mémorable, mais très utile parce qu'on parle à plein de gens qui investissent et on leur dit, tiens, mais Charleroi, pourquoi c'est intéressant? La plupart des gens, ils n'en savent rien du tout, c'est quoi Charleroi? Et voilà un peu ce que je leur raconte. Et pourquoi je vous le raconte aussi? Parce qu'à Charleroi, on a plein de qualités. Vraiment, moi je suis le plus fier de tous les Carolos, mais on a un gros défaut, c'est qu'en fait on a, et je pense que c'est le résultat aussi de notre histoire, une humilité qui dépasse toutes les frontières. Et on a même développé pourquoi un Carolo est tellement sympa, parce qu'un Carolo il ne se prend pas au sérieux du tout, et c'est très bien. On a, même dans notre façon de nous présenter, dans notre humour Carolo, qui est un humour de second degré, c'est parce que quelque part il y a quelque chose de, on en a tellement pris sur la tronche qu'on ne se prend pas au sérieux. Ce qui est super dans 95% des cas. Sauf que, quand vous devez vendre votre ville à l'étranger, vous n'êtes même plus conscient qu'en fait, votre ville, elle est intéressante. Alors, essayez de vendre votre maison si vous n'êtes pas conscient que votre maison, elle est chouette, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça, c'est un peu je dirais, l'argumentaire de vente que j'utilise. Je vais très vite parce qu'il y a des trucs qu'on connaît, il y a des trucs qui sont moins connus. Premièrement, déjà, on n'est pas Charleroi. En fait, Charleroi, moi, je vois Charleroi, c'est 3 cercles. C'est le centre-ville, qui est minuscule, 20 000 habitants. C'est Charleroi, 15 quartiers, qui est plus grand, 200 000 habitants. Et puis, c'est Charleroi métropole. Je pense qu'on doit vraiment systématiquement réfléchir à l'échelle métropolitaine. Charleroi, c'est 29 communes autour de Charleroi, 600 000 habitants. Là, on commence un peu à peser. Et j'essaye aussi de vendre ce narratif-là au gouvernement wallon. Demain, je vois le ministre des Pouvoirs locaux. Je lui dis, en fait, ma situation budgétaire à Charleroi, elle est compliquée. Pourquoi ? Elle est compliquée pour plein de raisons, mais notamment parce qu'en fait, une ville, elle porte des coûts à l'échelle de la métropole. Si vous allez au PBA regarder d'où viennent les gens, il y a peut-être 20% de Carolo. Il y a 40% de Charleroi métropole, des gens qui viennent du sud, du nord de Charleroi, et le reste qui viennent du Namurois, etc. Dans les piscines de Charleroi, c'est un public Carolo en partie, mais aussi une série de services qui sont rendus à des citoyens qui n'habitent pas Charleroi, qui ne payent pas leurs taxes à Charleroi, mais qui viennent utiliser les services publics à Charleroi. Idem, un autre exemple très compréhensible, 2 exemples. Je me prépare demain pour ma réunion avec le ministre wallon. La sécurité du Sporting de Charleroi, chaque fois que les Zèbres jouent à domicile, et on adore les Zèbres, ça coûte 150 000 €. Et dans la base des abonnés des Zèbres, il y a 30% de Carolo. Je ne savais pas, pour moi il y avait beaucoup plus de Carolo que ça. Parce qu'il y a des habitants, et c'est très bien, de Courcelles, de Montiel-Tilleul, de Fontaine, qui viennent au Sporting. Mais ce sont les Carolos qui ont un pouvoir d'achat un peu moindre que la périphérie, qui payent pour que la jeunesse et les moins jeunes qui vont au Sporting aient un environnement sécurisé quand ils viennent à Charleroi. Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Si, évidemment qu'il faut le faire. C'est important que tout le monde se sente Carolo et vienne au Sporting. Mais ce que j'essaie de dire au ministre wallon, c'est de dire, tiens, c'est bien, mais il y a certains coûts qu'on doit mutualiser à l'échelle des 29 communes, parce que c'est comme ça pour les villes, elles respirent sur leur environnement immédiat. Et j'ai plein d'exemples comme ça. L'état civil à Charleroi est 2 fois plus important que l'état civil dans une commune périphérique. Pourquoi, à votre avis? Je ne le savais pas avant de visiter l'état civil. Parce qu'en fait, on naît et on meurt à Charleroi, dans les hôpitaux. Et donc, il faut plus de personnes pour inscrire les naissances et les décès. Il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est très bien, c'est le rôle des villes d'avoir une centralité, mais elles doivent, quelque part, avoir une compensation financière pour ça. Charleroi, on est aussi la ville en Europe qui a le bassin de population accessible à proximité le plus important en Europe. Vous avez ici, c'est des simulations qui ont été faites par l'université allemande, qui montrent en fait, vous avez 5 millions de personnes à 60 minutes de route. Et ça, c'est la combinaison à la fois d'un excellent réseau routier et d'une densité de population à proximité. C'est hyper important pour des industries dans la logistique, pour des industries qui drainent du monde. Vous avez quand même un cadre de vie qui est exceptionnel, et ça, on l'oublie parfois. C'est-à-dire que les Ardennes, c'est beau, mais vous faites 30 km au nord, 30 km au sud, c'est toujours les Ardennes. À Charleroi, on a un truc, en fait, que moi, j'avais jamais pris conscience de ça, mais quand vous faites 30 km au sud et 30 km au nord de Charleroi, vous changez 4 fois de paysage. Vous avez des plaines esbignonnes quand vous allez au-delà de Gosselies, c'est vraiment des grands paysages de plaines agricoles. Ensuite, vous passez dans un paysage urbain hyper dense, 2 km au sud, 2 km au nord de la Sambre, le paysage industriel. Puis vous passez dans les Fagnes, vous avez un autre paysage. Puis vous allez du côté de Couvin, vous avez un paysage qui ressemble à l'Ardenne. Tout ça à l'échelle d'un territoire qui fait du nord au sud 60 km. Et donc, c'est ça qui est particulier à Charleroi, c'est que
C'est pas des paysages, je veux dire, c'est pas... on va se calmer, c'est pas Venise, c'est pas les Alpes. Mais vous avez une diversité de paysages extraordinaire sur une échelle qui est minuscule. Et ça, vous ne le retrouvez pas dans beaucoup d'endroits en Europe. 2, on a une ville qui est en pleine mutation. Et là aussi, l'œil s'habitue plus vite quand on voit le changement souvent. Mais je vous aurais montré ces photos-là il y a 10 ans. Ça aurait été difficile de croire que c'était Charleroi. Enfin, moi, je me rappelle, j'ai grandi à Charleroi-Centre, au boulevard Mayence. Je ne reconnaîtrais pas ma ville aujourd'hui. Je veux dire, la place verte. Alors oui, il y a toujours des bougons qui vont vous dire « Ah, mais les colonnades, c'était super. Et je pouvais prendre mon verre au Prince, c'est ce qu'on s'appelait au Prince Baudouin. C'était vraiment génial, etc. » Faites l'exercice à la maison. Allez sur Google Maps. Il y a un truc génial sur Google Maps. Vous pouvez reculer dans le temps. Et donc, vous pouvez dire « Je veux voir... » dans Google Street, vous voyez, quand on déplace le petit bonhomme pour regarder la carte. Et vous faites l'exercice. Allez sur Google Street et rétropédaler en 2009, regardez la tronche de la place verte. Hein. Enfin, je veux dire, c'était horrible, en fait. Hein. Je veux dire, il y avait ce parking qui puait la pisse là au milieu de la place Albert Ier. On oublie, en fait. Et c'est super, parce que c'est ce moteur-là qui nous fait toujours aller en avant, mais on oublie. Enfin, je veux dire, les quais de Brabant, là, il y a des habitants du quai de Brabant qu'on ne peut plus appeler quai de Brabant. C'est comment maintenant, quai Rimbaud ? Enfin, je veux dire, là aussi, je veux dire, c'était jonché de déchets, ça puait la pisse, il y avait des prostituées, mais qui sont toujours là, mais à un autre endroit maintenant. Mais on oublie. Et je veux dire, le Carolo, vous amenez un Carolo d'il y a 30 ans là, il vous dirait, bon, c'est pas gagné, il y a encore plein de défis. Surtout, il faut jamais faire se dire, c'est génial, maintenant c'est super, on a tout bien fait, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a encore plein de trucs à faire, mais l'espace urbain s'est amélioré. Ça, c'est un truc aussi que j'aime bien présenter, c'est de vous dire, on a une programmation d'investissement sans précédent. Vous voyez qu'au total, les investissements prévus sur Charleroi et tous les quartiers, c'est environ réparti 50% à Charleroi-Centre, 50% périphérie. Il y a en fait 50% qui est déjà réalisé, c'est ces projets-là et quelques autres, mais il y a encore 50% qui vont être réalisés ou qui sont en cours de travaux. Donc il y a encore des grands travaux, y compris dans les communes périphériques, qui sont prévus pour doter Charleroi de toutes les infrastructures d'une ville de sa taille. On a fait un travail, ça je vous avoue que j'ai ces chiffres-là, mais je n'ai pas compris ce que ça veut dire, donc je ne peux pas vraiment vous les expliquer. Mais toujours est-il qu'il y a un grand débat sur Rive Gauche à Charleroi. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision ? Est-ce que c'est un succès ou un échec ? C'est à la fois un super succès et c'est un échec. C'est-à-dire que le pari d'avoir fait venir un centre commercial dans le centre-ville était le bon. Et ça marche. Rive Gauche est, je pense, le 4 ou le 5e centre commercial en Belgique en termes de fréquentation. Donc on a réussi en Belgique, à Charleroi, à recréer un flux commercial dans un centre-ville. Ce qui est déjà une première partie du problème, parce que vous avez des gens qui viennent. Le seul problème, et c'est pour ça que c'est un échec, c'est que l'effet tache d'huile supposé, de dire on va faire venir des gens et puis ces gens vont sortir, trouver que Charleroi c'est magnifique et aller sur une terrasse dans la rue de Dampremy, aller faire leurs courses, etc., dans les rues avoisinantes, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le modèle économique d'un centre commercial, c'est de faire rentrer des gens dedans et de surtout pas les faire sortir parce qu'ils doivent rester le plus longtemps dedans pour consommer le plus possible. Et donc ça, c'est la prochaine vague sur laquelle je travaille avec les chemins du commerce, c'est de dire, bon, on est déjà mieux qu'une ville qui aurait que ses centres commerciaux en périphérie, parce que nous, on a les gens qui viennent et ça marche. Maintenant, comment on fait pour créer des attractions, je dis vraiment des attractions, quoi, des choses qui font sortir les gens, que les gens se disent enfin, « Ah, mais je vais sortir parce qu'il y a ce truc exceptionnel ». Il y a Molière, les gens sortent parce qu'ils veulent aller acheter un livre. Je dis ça ici parce qu'à mon avis, il y a c'est un bon public Molière ici. Mais ça ne marche pas sur tous les publics Carolo. Et donc, il faut aller trouver d'autres choses qui font que les gens sortent de Rive Gauche pour aller dans le centre-ville. C'est un énorme défi, mais c'est déjà plus facile de faire ça que de se dire il n'y a plus personne, il n'y a même pas de flux et je dois recommencer de zéro. Il y a toute la logique de développement universitaire. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on parle toujours du développement universitaire à Charleroi. Enfin, je préfère enseignement supérieur que universitaire parce que ça regroupe les deux. En fait, on pense universitaire, on pense campus. Mais en fait, des étudiants à Charleroi, il y en a dans beaucoup d'autres endroits qu'à Charleroi-Centre. Et il y a même en fait beaucoup plus d'étudiants ailleurs, sur des campus à l'IPSMA à Marcinelle, à Montigny-sur-Sambre dans les écoles de kiné. Et il y a encore des écoles d'institutrices et d'enseignants à Gosselies. Enfin, en fait, il y a au total, à Charleroi, 7800 étudiants dans l'enseignement supérieur. Déjà aujourd'hui, donc pas dans 10 ans. Il y a aujourd'hui sur Charleroi, sur vraiment
le territoire, même pas Charleroi Métropole, juste la ville de Charleroi, 7800 étudiants supérieurs. C'est pas mal. Humont, c'est 15 000 étudiants ou 11 000 étudiants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont encore très disséminés sur le territoire. Et alors, et c'est le deuxième enjeu de Charleroi, c'est 6 000 étudiants Carolo, donc des gens qui ont toujours leur adresse physique à Charleroi. Moi, il y a 20 ans, domicilié chez mes parents, mais en côte à Bruxelles. Et c'est le cas pour soit Namur, Louvain, toutes les écoles autour. Et donc, à Charleroi, notre enjeu, il est double. C'est à la fois de centraliser tous les étudiants à un endroit, parce qu'aujourd'hui, je pense que pour que le campus soit attractif, il faut qu'il y ait plus d'étudiants. Il n'y a rien à faire. La vie étudiante, c'est cool aussi parce que on fait la fête, on a des bibliothèques partagées, on rencontre plein de collègues, etc. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des plans pour ramener un maximum d'étudiants ici tout près, on y reviendra. Et pour faire en sorte que le campus soit plus attractif, pour que en fait, on déconstruise une forme d'habitus sociologique qui est de dire « je suis étudiant, je grandis à Charleroi, mais j'étudie pas à Charleroi parce que c'est plus cool d'étudier ailleurs ». Pas du tout pour dire qu'on doit rester à Charleroi, etc., faire que du Carolo. C'est très bien que les jeunes Carolo aient respiré ailleurs, mais il n'y a rien à faire. Quand on étudie dans une ville, on crée un lien particulier. Moi, je le vois, vous le voyez peut-être vous-même ou avec vos enfants ou des proches, le fait d'aller étudier ailleurs fait que vous rencontrez vos copains, votre petite copine, votre futur employeur ailleurs, et donc vous revenez moins à Charleroi. C'est une vraie différence qu'on voit avec Liège, en fait. À Liège, les gens étudient dans la ville, donc ils ne restent plus dans la ville. À Charleroi, on a une partie de notre jeunesse qui étudie ailleurs, et puis, c'est très bien, c'est le chose de la vie, mais s'installe ailleurs et ne revient pas à Charleroi, parce qu'en fait, elle a commencé sa vie d'adulte ailleurs. Donc ça, c'est les plans. Il va vraiment y avoir une reconcentration très forte sur le centre-ville. Pas mal de campus secondaires d'enseignement supérieur, à Lauverval, à Gosselies, à Montigny-sur-Sambre, vont revenir ici, tout de suite ou dans quelques années, mais sur le haut de la ville, pour avoir cette densité universitaire autour du campus. Accessibilité à Charleroi, ça je pense c'est plus connu. Un aéroport, on peut penser ce qu'on veut d'un aéroport, mais c'est un facteur d'attractivité. Une gare, et pas n'importe quelle gare, parce qu'en fait, à l'échelle d'une petite ville, enfin d'une ville de taille moyenne, je déteste dire que Charleroi est une petite ville, il ne faut jamais se dégrader à ça, mais à l'échelle d'une ville de taille européenne moyenne, on a un réseau ferroviaire qui est hyper développé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a développé nos moyens de communication avant la voiture. Je veux dire, la ligne vers Couvain, la ligne vers Erqueline, elle existait avant que les routes pour les voitures existent. D'ailleurs, vous avez des situations parfois ubuesques, par exemple la gare de Ourp sur la Haute-Sambre, près de Thoin. En fait, c'est un village qui n'est presque accessible que par train. Enfin, la route a été faite bien après le train. Un des gros projets que je porte avec l'ensemble des autres bourgmestres de Charleroi Métropole, c'est le raccordement avec Bruxelles. Il a été la ligne entre Charleroi et Bruxelles. La vitesse commerciale n'a plus augmenté depuis 100 ans. Il y en a certains qui me disent que dans les années 70, on pouvait faire Charleroi-Bruxelles en direct, que ça mettait 35 minutes. Aujourd'hui, vous mettez Charleroi-Bruxelles, quand tout va bien, 55-57 minutes. Et donc aujourd'hui, on a un avis technique de la SNCB, d'Infrabel, qui nous dit que sans investissement, c'est possible de relier Charleroi à Bruxelles en direct en 35 minutes. Si on avait entre 7h et 9h du matin et entre 4h et 6h et 7h le soir, 2 trains directs Charleroi-Bruxelles par heure, ça vous change une ville. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller vendre à des familles ou à des gens qui travaillent à Bruxelles de venir à Charleroi. Et à l'inverse, pour les entreprises, ça change aussi. Parce que d'un coup, vous ne devenez plus une ville qui est dans la seconde couronne, mais vous devenez dans la première couronne. Et ça, ce n'est pas une question d'investissement, c'est une question de volonté politique dans le plan d'investissement de la SNCB qui va se décider cet été. C'est pour ça qu'on essaie de mettre un maximum de pression sur nos amis à la SNCB. Et c'est pour ça que je me suis permis, sur l'histoire de la gare, vous avez peut-être suivi dans les médias, sur l'histoire de la gare à l'aéroport. Moi, je n'ai pas de religion sur la gare à l'aéroport, mais ça coûte beaucoup moins cher, avec beaucoup plus d'impact pour Charleroi, de faire cette connexion en 35 minutes avec Bruxelles que d'aller reconstruire une nouvelle gare et de dépenser des centaines de millions d'euros, faire des expropriations pour un aéroport où on ne sait pas si dans 20 ans, il y aura encore un trafic aérien low cost, parce que dans une perspective environnementale, c'est quand même pas dingue. On va continuer à développer des projets de mobilité à Charleroi. J'en cite quelques-uns. La mise en service du métro M5. S'il y a des habitants de Montigny-sur-Sambre ou de Gilly, ils connaissent probablement la ligne du métro Fantôme. Qui est intéressant parce que, et je vois Gérard qui est là, qui est un expert des transports en commun à Charleroi, mais en fait, on a conçu dans les années 70 un plan de Charleroi où il y avait des métros légers qui allaient dans toutes les directions. En fait, qui ressemble plus ou moins au réseau en étoile que vous voyez là. Parce qu'on imaginait dans les années 70 que Charleroi allait continuer à grandir.
qu'il y avait 200 000 habitants, mais que voilà, c'est une ville qui allait continuer à grandir, parce qu'on n'imaginait pas que la fin de l'industrie allait avoir aussi un impact sur la population. Et donc on est seulement en train maintenant de compléter ce réseau, mais en l'ajustant pour des hypothèses qui ne se sont pas vérifiées. Donc on crée un métro, enfin on met en service le métro vers Gilly, vers Montigny-sur-Sambre, parce qu'on observe que c'est des quartiers qui se densifient et qu'il y a un énorme utilisateur au bout, qui est le site du Grand Hôpital de Charleroi, les Viviers. Si vous avez suivi les problèmes de mobilité, il y a bien besoin de solutions de mobilité partagées. Et sur les deux axes sud, que sont l'avenue Paul Pasture vers Mont-sur-Marchienne et la route de Phillyville vers Couillet, l'idée est de travailler avec une infrastructure plus légère de bus à haut niveau de service. Alors la question, parce que je l'anticipe, c'est est-ce que ça va se faire, ces BHNS? Je pense de façon différenciée sur ces deux jambes. Je pense que vers Mont-sur-Marchienne, là on a un permis qui est purgé de recours, un projet qui est dans une phase de maturité plus avancée. Il faut encore réfléchir à certains aménagements pour ne pas trop embêter les riverains et les commerçants, éviter l'effet qu'on a vu sur la chaussée de Bruxelles quand on a fait le métro, et le tram, où on a coupé l'artère pendant 2 ans et puis on n'a jamais retrouvé un niveau commercial comme il y avait avant. Mais donc, sur Mont-sur-Marchienne, je pense que c'est un projet sur lequel on doit aller de l'avant, parce que c'est une vraie solution pour cette partie-là du territoire. Sur la route de Phillyville, c'est plus compliqué, parce que sur la route de Phillyville, il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu qui est BHNS, comment on recrée ce lien pour les habitants du sud de Charleroi avec le centre-ville de Charleroi. Et il y a un deuxième enjeu qui est qu'est-ce qu'on fait du flux de trafic de la N5. Du trafic routier, donc des poids lourds qui sont sur la N5. Si on avance sur le BHNS sans qu'il y ait de solution sur le trafic routier international, on risque d'avoir une situation complètement explosive avec des camions et des bouchons en permanence. Et donc, quelque part, avancer sur le BHNS sans avoir de solution sur où est-ce qu'on détourne le flux de camions sur la N5 en amont de Gerpine-Naline, etc., ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Il y a aussi un projet qui est intéressant de mentionner, c'est les questions de ring vélo. Ça, c'est un projet... Il y a des habitants de Mont-sur-Marchienne ici, parce que c'est un chantier qui est assez compliqué, donc on a beaucoup de réclamations, mais notamment à Mont-sur-Marchienne. C'est un projet qui a été imaginé par Xavier Desguin et qui est un projet qui a du sens de créer autour de Charleroi. Vraiment, je pense que, et je vais rendre hommage à Xavier Desguin, qui n'a pas été l'échevin le plus populaire, et on peut lui reprocher certains aspects de sa gestion, mais il avait un tort, je pense, c'est qu'il avait parfois un peu trop d'avance. Et quand on a trop d'avance, on a tort. Et je pense que ce ring vélo, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée d'imaginer qu'en fait, une infrastructure de 30 km qui permet de tourner autour des Charleroi pour les vélos dans une époque où peut-être qu'on prendra un petit peu moins la voiture un jour et qu'on aura des voitures électriques un jour aussi, ça peut avoir du sens. Et vous voyez le tracé du ring vélo, c'est le tracé ici du roll vélo autour de Charleroi. En partie. Alors, de quoi parle-t-on maintenant? Ah, ça c'est intéressant. Le moteur économique de Charleroi. Je vais faire un petit test avec vous. On va diviser le 21e siècle en 2 parties. Entre 2000 et 2015, et puis entre 2015 et 2025. OK ? Sur la première période, est-ce que vous pensez que le nombre d'emplois, c'est-à-dire le nombre de postes de travail à Charleroi, le nombre de postes de travail qui va à Charleroi, donc quand vous avez une entreprise avec 100, ça compte pour 100 personnes, peu importe si ces personnes habitent à Charleroi ou ailleurs, mais le nombre de postes de travail à Charleroi, entre 2000 et 2015, est-ce qu'il a augmenté ou il a diminué? Donc 2000-2015. Ceux qui pensent qu'il a augmenté, lèvent la main. OK. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il a diminué? Plus? Est-ce qu'il y en a qui n'en savent absolument rien? Ah, merci pour votre honnêteté. OK, maintenant on prend la deuxième partie. 2015-2025. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il a augmenté? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il a diminué? Ouais. Bon, retenez bien vos chiffres parce que la lecture est plus compliquée que ça. Ça, c'est le plus beau graphe pour expliquer Charleroi. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est un économiste, il parle qu'en graphique, mais parfois j'ai des petits défauts d'économiste, Giuseppe m'excusera, mais c'est un graphique qui explique tout ce qui est en train de se passer à Charleroi. Tout. Pourquoi? Entre 2005 et 2015, est-ce que les emplois ont augmenté ou ont diminué?
Plus 1000, c'est-à-dire presque rien. En fait, c'est monsieur qui dit, je ne sais pas, qui avait raison. En fait, l'emploi entre 2000, bon, c'est pas vraiment 2000, c'est 2005 et 2015, il a juste fait presque bulle. Et donc, les Flamands ou les gens d'autres régions qui vous disent, en fait, l'emploi à Charleroi, ça va pas, en fait, ils ont relativement raison. Parce que net, il y a 0 emploi créé. Quand dans les autres villes, si vous regardez à Namur, si vous regardez dans le Brabant wallon, c'est plus 1 ou 2% par an. Donc, ils ont raison. Mais en fait, quand on gratte un peu dans les chiffres, et ça c'est une analyse que j'avais faite quand j'étais rentré à Charleroi en 2017, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que vous avez moins 10, et ça les moins 10, je peux vous dire qui c'est à mon avis 3000 à Carcide, c'est 1000 chez AGC, c'est 2000 dans la première vague de Caterpillar. En fait, il y a eu beaucoup encore de fermetures. C'est ce que je vous disais. En fait, on pense que le déclin industriel, c'est les années 70-80. En fait, non. Encore dans la première partie du XXIe siècle, il y a eu 10 000 sur 126 000, ça fait 8% de l'emploi qui est détruit. Pas parce qu'on est mauvais à Charleroi, pas parce qu'on est fainéant, mais parce qu'en fait, de par notre histoire, on a un poids très important dans des secteurs industriels vieux qui trinquent partout en Europe. En parallèle, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu plus 11 000. Et ça, c'est quoi ? C'est l'aéroport, c'est les biotech, c'est la logistique, c'est Alstom qui va pas trop mal, c'est le spatial qui va pas trop mal, c'est la Sapka, c'est la Sonaca, c'est plein de petites PME d'indépendants qui se lancent à Charleroi. Et donc, je trouve ce graphe vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il explique ce que j'appelle, moi, le paradoxe de Charleroi. C'est d'être une ville où, en fait, il se passe rien, au point de vue net, 0. Donc, en fait, les Flamands qui disent « Ah, vous êtes nuls à Charleroi, il n'y a pas de création d'emplois », ils ont raison. Mais en fait, paradoxalement, on est une ville avec un taux de destruction et un taux de création d'emplois qui est plus élevé que n'importe où ailleurs. Pas parce qu'on est nul, mais parce que c'est notre histoire. On est encore pondéré dans des industries qui ont du mal. Mais par contre, le moteur entrepreneurial, il est là et il a été réactivé. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je vous dis que je suis... ma femme pense que je suis dingue quand je lui dis que je suis amoureux d'un graphique, mais c'est pour ça que je suis amoureux d'un graphique. C'est parce que ce graphique, il montre ça, mais il montre aussi les 2 défis de Charleroi. Et les 2 défis de Charleroi, ils sont où ? Et je suis toujours sur la première partie. C'est qu'en fait, les emplois dans la boîte rouge ne sont pas du tout les mêmes emplois que dans la boîte verte. Pourquoi, à votre avis ? La technologie, les qualifications et surtout le lieu de résidence. Les emplois qu'on détruit, il faut pas faire de... Si je fais des grandes catégories, c'est des emplois industriels, qui sont des emplois qualifiés. Je veux dire, un ouvrier dans la sidérurgie, dans le secteur divers, avec des qualifications très très fines, mais plutôt des qualifications acquises tout au long de la vie, pas des diplômes universitaires ou de l'enseignement supérieur. Et surtout, c'est des emplois qui habitaient dans les quartiers autour des usines. Entre guillemets, le cliché, c'est ici, vous avez une industrie de la sidérurgie qui habitait à Jumet ou qui habitait à Marchienne, qui habitait en fait, dans les quartiers industriels de Charleroi. Les emplois qu'on crée, c'est des emplois qui sont, à l'exception de la logistique de l'aéroport, des emplois plutôt qualifiés et qui habitent très très loin. Enfin, dans le bioparc, je crois que ça va un petit peu mieux, mais vous avez 20 à 30% des personnes qui travaillent dans les boîtes de biotechnologie qui habitent Charleroi. Ils habitent le Brabant wallon, à Bruxelles, dans le Namurois, mais très très peu à Charleroi. Ou quand ils habitent à Charleroi, ils habitent à Montiltilleul ou à Monsieur-Naline. Mais donc c'est très important. C'est très important parce que, d'un point de vue aussi fiscal pour la ville de Charleroi, ça a une importance. Parce qu'en fait, c'est ça que je déteste, ce discours qui est très... qui blâme Charleroi en disant « Regardez, votre taux d'emploi à Charleroi est 1 sur 2 ». Bien sûr qu'on doit améliorer ça, et bien sûr qu'il y a peut-être des gens sur lesquels on travaille plus activement pour la remise à l'emploi. Mais, entre guillemets, quand je suis le bourgmestre d'une commune périphérique, mon taux d'emploi, c'est facile, parce que les gens ne travaillent pas chez moi. Et donc, en fait, ça a beaucoup plus de sens de compter les emplois là où ils sont localisés que les endroits où les gens habitent. Et donc, les 2 enjeux, pourquoi je suis amoureux de ce graphique ? Parce que ça montre, en fait, que les 2 enjeux de Charleroi, et c'est ce que j'explique depuis presque 10 ans quand je suis revenu à Charleroi, c'est de dire, 1, il faut faire en sorte que la boîte verte, eh bien, elle se reproduise. Enfin, moi, en tant qu'économiste, je pense qu'on peut essayer de ralentir le déclin industriel, mais on n'y arrivera pas. Il y a des forces économiques beaucoup trop larges. Si la sidérurgie se crache partout, elle continuera à se cracher chez nous aussi. On peut essayer de la défendre, mais c'est se battre contre des moulins à vent. Donc, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer qu'on continue à créer de l'emploi dans les années qui viennent. Et le deuxième enjeu, c'est de dire comment on fait pour travailler sur le niveau de qualification et le niveau d'attractivité de Charleroi pour que les jeunes qui grandissent ici aient accès à ces emplois plus qualifiés et faire en sorte que les gens qui viennent travailler à Charleroi aient aussi envie d'y habiter.
Et s'ils habitent à Charleroi Métropole, c'est très bien. C'est mieux Charleroi Métropole que le Brabant Wallon, quand même. C'est encore mieux Charleroi, mais si c'est Charleroi Métropole, c'est très bien aussi. Et donc ça, c'est toute l'histoire en fait que je racontais au moment du plan catch. La bonne nouvelle, c'est que le premier défi, qui est de dire comment on fait pour que dans les 10 ans qui viennent, eh bien, on continue cette dynamique de création d'emplois. En fait, les chiffres vont plutôt dans la bonne direction. C'est-à-dire que là, vous avez un relevé ONSS, donc des chiffres vraiment de la database fédérale d'emploi fin 2023, et vous voyez ce qui s'est passé entre 2015 et 2023. En fait, il y a encore eu des destructions d'emplois. C'est logique. Là-dedans, vous allez retrouver, par exemple, Caterpillar, vous allez retrouver d'autres choses. Le cycle a été un peu meilleur, mais vous avez le moteur économique qui continue de tourner. Il y a eu 11 000 créations d'emplois par des PME, grandes et petites, par des grandes entreprises de Charleroi. Et donc, net, et c'est important de le dire, parce que c'est la première fois que ça arrive depuis 1950, vous avez 8 000 emplois nets qui ont été créés par des entrepreneurs et des entreprises, parce que je suis toujours mal à l'aise quand un politique dit la politique ne crée pas d'emplois, la politique crée le cadre pour que les emplois et que les entrepreneurs se sentent à l'aise, mais les entreprises et les entrepreneurs présents à Charleroi ont créé ensemble, collectivement, 8 000 emplois nets sur la période 2015-2023. Et c'est la première fois depuis 1950 que le nombre d'emplois nets à Charleroi augmente. Donc ça, c'est cette partie-là du défi. Et maintenant, la deuxième partie du défi, ça c'est plutôt le défi que je vais avoir en tant que bourgmestre, c'est faire en sorte que ces gens qui reviennent travailler à Charleroi aient l'envie de vivre à Charleroi, parce que c'est quand même un endroit fantastique. On a des grands projets de développement économique. En fait, ça, c'est la chance qu'on a. Quand j'étais à Cannes, à Montmerdé, la plupart du temps, je passais avec des Flamands. J'aime bien les entrepreneurs flamands, ils sont beaucoup plus cash que les francophones, je trouve souvent. Et en fait, ils nous disaient, mais en fait, c'est dingue chez vous. Et ils disent, chez vous, Charleroi, c'est... À mon avis, ils ne savent pas localiser entre Charleroi et Tournai et Liège, c'est là-bas au sud. Eh bien, c'est bien chez vous, là-bas au sud, parce qu'en fait, des choses qu'on a toujours imaginées et qui étaient des cailloux dans notre chaussure sont en train de devenir des actifs. Et j'avais une discussion avec un entrepreneur flamand qui disait, mais s'il vous plaît, arrêtez de dire que vous avez des chômeurs et des friches, vous avez des terrains et du personnel qui est disponible pour travailler. Et quand en Europe, c'est plus possible de trouver un terrain, enfin en Flandre, essayer de trouver un terrain quelque part, c'est impossible parce que c'est juste trop densément peuplé, et que vous avez des marchés de l'emploi qui sont proches du niveau de saturation, en fait, avoir une réserve de main-d'œuvre et avoir des terrains disponibles, c'est un atout stratégique très important. Et donc quand je leur dis, tiens, mais chez nous, effectivement, on va redécouvrir, enfin, il faut imaginer toute la porte ouest entre Marchienne et Charleroi, des 90 hectares d'ancienne sidérurgie. On redécouvre à Charleroi une surface équivalente à notre centre-ville. Alors oui, elle est super polluée parce que ça fait 200 ans qu'on fait de l'acier dedans, mais si on arrive à faire ces travaux de dépollution, ça prend du temps, on retrouve 90 hectares de surface, et les sidérurgistes n'étaient pas des cons, c'est les meilleurs terrains industriels, parce qu'ils sont plats, ils sont près du cours d'eau, ils sont près de l'accès ferroviaire, etc. Et ça, c'est des atouts importants. On redécouvre aussi, par exemple, moi j'aime bien ce quartier, le Technopole Village, il y en a peut-être certains qui connaissent, c'est l'ancien site des ASEC en fait, l'avenue Paul Pasture, quand vous montez vers Mont-sur-Marchienne, là où il y a Nexens, en fait c'est aussi un site incroyable, c'était un site intégré des ASEC, puis qui a été mal morcelé au moment de la vente des ASEC, et en fait aujourd'hui il y a plein de mouvements sur ce terrain-là. On construit des nouvelles usines, des acteurs historiques réinvestissent, parce que c'est des terrains qui sont super bien localisés. Quelques exemples de projets économiques qu'on porte sur le territoire, qui sont des projets à des niveaux d'avancement différents, mais qui sont importants. Du côté de Farciennes, Google qui construit en fait son plus grand data center actuel en Europe à Farciennes. C'est pas beaucoup d'emplois, mais c'est énormément d'investissements et c'est quand même des emplois de maintenance. La Défense qui réinvestit, je vous parlais de la porte ouest, mais et Theo Franken a confirmé, c'était une source de stress dans l'accord du gouvernement fédéral, que c'est un projet qui se fera, il sera peut-être un peu retardé, mais il se fera. Donc nouvelle caserne, dans le contexte géopolitique actuel, c'est aussi intéressant, où on va relocaliser 1500 militaires à Charleroi d'ici, c'est pas 2023, c'est d'ici à 2030. Donc là, les dépollutions lourdes sont en cours, mais cette caserne va s'installer d'ici à 2030. On parle beaucoup de l'insécurité à Marchienne. Moi, je peux envoyer autant de policiers que je veux. Ce sera jamais aussi efficace que d'ici quelques années d'avoir une présence pérenne de 1500 militaires qui vont refaire vivre les bistrots et toute une activité sur ce quartier-là. Et plus si affinité. Je vois qu'il y en a certains qui ont une expérience de service militaire ici.
Ce projet qui est un magnifique projet, les travaux sont en cours à 6K, E6K en face de la gare, c'est l'ancien tripostal. On s'est longtemps demandé ce qu'on allait faire de ce bâtiment qui est assez monumental, un peu architecture soviétique, mais qu'on est en train de complètement reconfigurer pour en faire un centre à la fois de formation et de localisation d'entreprise. C'est déjà en cours d'activité, on le transforme aujourd'hui. Je vous encourage une fois à venir voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez incroyable. L'ancien site de Caterpillar, où il y a 5 candidats potentiels qui sont intéressés, tous des Flamands, pour développer des activités. Ce projet-là, justement, que je trouve intéressant, parce que j'ai beaucoup travaillé en tant que secrétaire d'État au spatial précédemment, qui est une des plus grandes usines de satellites au monde, qui est reconstruite ici à Charleroi, sur justement l'entrée des ASEC, là où il y avait parfois le chapiteau de cirque qui se mettait. Là, le chantier est en cours. Et c'est une histoire passionnante, parce que c'est une histoire, c'est devenu un très bon ami au fur et à mesure, mais c'est un Carolo, arrière-petit-fils, enfin petit-fils de mineur, fils, son papa ou son grand-père travaillait aux ASEC, je ne sais plus, qui a travaillé pour la NASA aux États-Unis, mais qui a grandi ici à Charleroi, qui a été à l'école à Gosselies, je pense, et qui a dit « Moi, je m'en fous le jour où je peux construire mon usine, même si on va me demander de la mettre n'importe où, à Paris, aux États-Unis, etc. Moi, c'est important pour ma famille et mon ancrage de la mettre ici à Charleroi, et si je peux la mettre en plein milieu des ASEC, eh bien, ça fera un pied de nez à l'histoire. » Donc, c'est des histoires magnifiques comme ça, mais c'est des belles histoires Carolo. Et toute une série de projets sur la porte ouest aussi, sur lesquels on peut revenir. Je vais plus vite sur la fin, mais je pense que c'est important, c'est que l'enjeu, il est économique. Économique, c'est travailler sur que la petite boîte verte continue à être une petite boîte verte qui grandisse et qu'on continue à créer de l'emploi. Mais si on crée de l'emploi, mais que cet emploi continue à être occupé par des non-Carolo, on n'aura fait qu'une moitié du chemin. Parce que l'enjeu, c'est qu'on fasse revenir des gens habiter à Charleroi. Et pour ça, on a certains avantages. C'est qu'il y a des choses que moi, je n'explique pas en tant qu'économiste. Si vous prenez la même maison à Jumet et la même maison au sud de Nivelles, la même, hein, une 4 façades, 200 mètres carrés, etc., eh bien, elle va être 40% moins chère à Jumet. Alors que le temps que vous mettez pour aller à Bruxelles, c'est à 5 minutes près le même, le quartier n'est pas meilleur, pas moins bon, etc. Parce qu'il y a encore un effet, c'est Charleroi, donc c'est moins cher. C'est le Hainaut, donc c'est pas le Brabant wallon, donc c'est moins cher. Ça, je parle sous couvert d'économiste, mais on appelle ça un arbitrage qui est lié à une asymétrie d'information. Le jour où on est capable de mieux vendre Charleroi, de dire qu'en fait, il y a des chouettes quartiers à Charleroi qui sont très agréables, que les écoles sont de qualité, que prendre le train à Lutre, c'est plus facile que de le prendre à Nivelles. En fait, ça peut aller vite. Mais c'est une question de vraiment changer le narratif et changer la perspective que le marché a sur le fait d'habiter à Charleroi. Et je pense que le fait de rendre Charleroi à 35 minutes de Bruxelles en train va être un élément qui, les anglophones diraient, un game changer. Donc vraiment un truc qui va, d'un coup, tout le monde va réaliser. En fait, Charleroi-Gand, c'est 50... Enfin, Bruxelles-Gand, c'est 50 km, c'est 30 minutes. Charleroi, c'est comme Gand, une ville qui est à une demi-heure de Bruxelles. C'est-à-dire que ce n'est pas le deuxième cercle, mais c'est vraiment la périphérie immédiate de Bruxelles. Il y a pas mal de projets Donc à Charleroi, on a un bâti qui est assez vieux. L'habitat standard à Charleroi, c'est la maison de rangée qui a été construite soit juste avant la guerre, soit juste après la guerre, avec un PEB relativement faible. Et aujourd'hui, c'est un peu entre guillemets, on est piégé par la qualité de notre immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, Charleroi, c'est un des endroits en Wallonie où vous pouvez acheter une maison la moins chère. Et donc, vous avez des flux naturels. C'est un truc que j'ai un peu réalisé, de populations pauvres qui viennent d'autres villes acheter de l'immobilier pas cher à Charleroi. Et ce qui veut dire, c'est que, en fait, il y a une critique souvent, et désolé, c'est un petit peu plus politique, mais de la droite qui est de dire qu'il y a de la reproduction sociale à Charleroi. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de chômeurs de 3e génération, 4e génération qui ont perdu le fait de sans aller au travail. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Oui, clairement, ça existe dans certains milieux. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a aussi à Charleroi le fait qu'on attire en permanence des populations nouvelles, mais qui sont des populations de milieux sociaux bas, qui vont à Charleroi parce que Charleroi a toujours été une ville de la seconde chance où on peut se relancer. Et donc notre problème à Charleroi, c'est pas tellement un problème de reproduction sociale, c'est une partie de ça du problème, comment on fait pour casser ces cycles et donner envie aux jeunes d'aller étudier, de trouver un travail, de s'émanciper, mais c'est aussi de réintroduire une forme de mixité sociale, parce que si on attire toujours des ménages
en situation plus précaire, même si on est bon dans notre mission d'émancipation sociale, s'ils vont à l'école, s'ils font des études supérieures, s'ils trouvent un emploi, et s'ils partent ailleurs et qu'ils sont remplacés par d'autres avec qui on va recommencer ce cycle, etc., en fait, on va louper une partie de notre développement économique. Il faut qu'on continue à jouer notre mission sociale, mais il faut qu'on soit meilleur pour retenir les jeunes qui s'en sortent à Charleroi. Enfin, vous avez peut-être fait l'exercice. Enfin, moi, j'étais en réto ici dans le centre de Charleroi. Dans ma classe de réto, on était 100. Sur 100, on était peut-être 60 ou 70 à avoir fait des études supérieures. Et à mon avis, sur les 60-70 qui ont fait des études supérieures, si 1 sur 3 est revenu habiter à Charleroi, c'est beaucoup. Et donc c'est ça vraiment l'enjeu, c'est de se dire comment on fait pour continuer à avoir notre mission sociale qui est dans notre ADN de Charleroi, à offrir une seconde chance à des familles, parce que Charleroi, ça a toujours été ça, mais comment est-ce qu'on fait aussi pour retenir notre jeunesse ici à Charleroi. Un truc que vous entendez souvent, c'est en fait il n'y a pas de nouveaux logements qui se créent à Charleroi. En fait, il y a toute une série de nouveaux projets de logement à Charleroi qui existent et qu'on veut vraiment accélérer dans le futur. Parce que résoudre ce problème que je vous expliquais, ça passe par une rénovation massive de ce logement qui est souvent âgé et peu performant énergétique. On a toute une série de projets qui sont en cours, essentiellement avec des promoteurs privés à Charleroi pour transformer l'habitat résidentiel petit à petit, quartier par quartier, à Charleroi. Et c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille énormément. Et c'est des quartiers qui concernent effectivement vraiment tous les quartiers. Les premiers quartiers des projets que vous connaissez peut-être à Marcinelle-le-Bruyère, sur l'avenue Mascot, à la rue de Naline à Marcinelle, mais il y a aussi des projets qui vont commencer Faubourg de Bruxelles à Gosselies, dans le centre-ville de Charleroi, et ainsi de suite dans tous les districts, y compris des sites qui sont des sites symboliques de Charleroi. Par exemple, le site des abattoirs à Gilly, il y a un projet de nouveau quartier avec un investisseur flamand, le site de l'hôpital Saint-Joseph, parce que c'est aussi un défi, tous les sites hospitaliers du grand hôpital de Charleroi, Saint-Joseph, Fabiola, qui ont migré au Vivier. Qu'est-ce qu'on fait de ces anciens hôpitaux? Mais là, c'est des projets de nouveaux quartiers avec Thomas et Piron, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui va nous occuper dans les prochaines années. Voilà, je pense que j'ai terminé. Le but, c'était à la fois de replacer Charleroi dans le temps long, vous montrer les orientations futures, les choses qui vont dans la bonne direction, mais aussi, sans tabou, les éléments sur lesquels on doit encore vraiment travailler. Et ça tombe bien, parce que c'est pour ça que je suis là. On se verra encore, je l'espère. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le bourgmestre, pour cette communication, je pense, pleine d'enthousiasme et surtout pleine d'espoir. On ne va pas commenter parce que le temps nous est compté, hélas. La parole est au public pour vos questions, s'il vous plaît. Si je peux vous demander d'être concis, de poser une question à laquelle Monsieur le bourgmestre, s'il le veut bien, répondra. Plus vous êtes concis, plus on pourra prendre un grand nombre de questions. Maria, là-bas dans le fond, qui lève la main, alors si tu veux bien lui donner le micro. C'est Céline qui promène le micro et je la remercie pour ça et pour des tas d'autres choses. Voilà, bonsoir. Donc, voilà, je vous remercie pour votre présentation. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu assister à cette présentation. Donc, je me suis Maria Pantelidi, je me présente. Donc, moi, je travaille pour l'Université de Mons, ici sur le campus de Charleroi, depuis 2005. Donc, j'ai vu les différentes évolutions de la ville. Moi, je suis une Carolo d'adoption, mais convaincue. Donc, je viens de Marcinelle, donc j'adore ma région. Je ne changerai plus. Pourtant, je viens de Binge, donc à l'origine. Ma question, donc moi je suis convaincue du développement industriel, scientifique, technologique. Ma question c'est comment faire pour assurer un développement sécuritaire, en tout cas comment faire pour changer la face de la ville, puisque moi je travaille ici sur ce campus, j'ai travaillé un peu plus bas dans la ville, j'habite à Marcinelle et donc évidemment je vois ce qui se passe, je sors à Charleroi aussi, donc dans le centre-ville, cinéma, etc. Et donc ma question c'est qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la sécurité, parce que le problème il est là, donc quoi qu'on fasse,
on crée des emplois, il y a les unifs qui arrivent, des écoles. Moi, je vous dis, je suis convaincue, j'ai participé aussi à ce projet avec plein d'autres personnes qui sont ici. Ma question, c'est qu'est-ce que vous allez proposer comme solution pour améliorer la sécurité, puisque le gros nœud du problème, les gens qui viennent ici, qui veulent faire des études, depuis 20 ans que j'y suis, la question, c'est toujours, oui, mais Charleroi, c'est pas sécurisé. Et donc, on ne se sent pas en sécurité. Donc, voilà, vous, qu'est-ce que vous proposez de plus, en tout cas, ou de différent par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent? Merci. Merci. Vous répondez directement, monsieur le bourgmestre? On va en prendre quelques-unes. Très bien. Alors, qui d'autre souhaite? Ah, monsieur... Ah ben là-bas d'abord, et puis on descendra. Oui, allons-y, dans l'autre sens. Alors bonjour, Pascal Simons, prof fac d'archi à Mons. J'ai beaucoup travaillé sur Charleroi d'origine aussi. Pour rebondir sur la question de sécurité, il y a un autre aspect qui me paraît assez difficile à cerner et à traiter, c'est le bashing continuel d'une partie de la population de Charleroi sur elle-même. Donc vous avez montré les graphiques qui sont très intéressants, mais quand on fait l'analyse des réseaux sociaux sur Charleroi, et il y a énormément d'acteurs sur ces réseaux, on se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de gens qui habitent la périphérie de Charleroi, alors on ne parle même pas de ceux qui n'habitent pas Charleroi, mais peut-être l'Aude-Linsart ou autres, qui ne viennent plus en centre-ville et qui, par les réseaux évidemment, expliquent à des Liégeois, des Montois, ne viens pas à Charleroi, c'est dangereux. Il y a en effet une véritable insécurité, mais il y a aussi le ressenti, et tant que les Carolos n'ont pas transféré ce ressenti, on aura toujours un problème. Et alors, une autre question, mais là vraiment urbanistique. Charleroi, c'est une citadelle. Aujourd'hui, la citadelle, la ville, le centre-ville est fermé par le R9, qui, en son centre-ville, est anémié par le nombre de terrains qui sont simplement de services publics, et donc qui ne sont absolument pas à retirer de l'activité. Que faire pour faire en sorte que Charleroi, sans pour autant enlever le ring, je ne voudrais pas qu'on touche à la mobilité aujourd'hui, je pense que c'est un sujet délicat, mais comment faire en sorte que les 1500 familles de militaires puissent venir vivre à Charleroi centre-ville sans se dire qu'on est systématiquement dans l'intérieur du ring où il n'y aura jamais assez de place pour tous ces habitants qui devraient venir, avec une stratégie urbaine aujourd'hui qui est la centralité inévitablement. Merci. Alors, il y a une autre question ici, Céline, si tu veux bien descendre. Fais attention, ça glisse. Merci. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Je suis supporter du Sporting de Charleroi. En ce moment, donc, il y a deux gros projets de construction, donc le stade et le nouveau complexe d'entraînement pour l'équipe professionnelle. Alors, on sait que le stade, malheureusement, est retardé puisque par rapport au devis initial, il y a eu une inflation. Donc, le Sporting cherche des moyens financiers pour pouvoir financer son stade. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que la ville peut faire, pas forcément donner de l'argent, mais comment est-ce qu'elle peut soutenir et assurer la construction du stade et du complexe d'entraînement. Ok, merci. Encore deux autres? Je prends maintenant le premier Oui. cycle, et puis on... D'accord, ok. Donc on va répondre et puis on reprend une deuxième série. Je vous en prie. Il faut la lumière. À tout supporter, tout honneur. Donc je vais commencer par la question sur le Sporting de Charleroi. N'y voyez aucune tentative de me dérober sur la sécurité, hein, madame. Je sais que c'est le sujet le plus important pour le moment à Charleroi. Mais sur le Sporting, donc il y a effectivement deux projets. Il y a le projet de centre d'entraînement juste à côté de la Cité de l'Enfance, là, qui honnêtement tout est sur le rail, là, donc le chantier devrait commencer prochainement. C'est un chouette projet, notamment pour développer l'école de jeunes de Charleroi, donc c'est très bien. Donc là, tous les feux sont ouverts. Il y a le projet du stade à Marchienne, que je trouve qui est un projet vraiment intéressant, et donc on soutient pleinement l'équipe du Sporting de Charleroi dans ce projet-là, de relocaliser dans une zone qui en plus n'est pas une zone facile, hein, l'ancien site des AMS à Marchienne, et qui est un site intéressant parce qu'on est tout près du R3 en fait, là derrière par la N de Nantes, et de dire c'est pas simplement un stade de foot, mais c'est aussi un lieu où on fait des concerts et d'autres événements, c'est super. Il y a effectivement une question de financement du projet, mais c'est un projet 100% privé.
Et quelque part, nous, Ville de Charleroi, on soutient le projet, mais on ne peut pas intervenir directement dans le financement du stade, certainement pas vu la conjoncture budgétaire. Et donc voilà, c'est quelque part à l'équipe du Sporting, il y a des investisseurs privés de boucler le business plan avec tout notre soutien, y compris sur des questions qu'on peut financer. Typiquement les aménagements routiers, les parkings autour, faire le revamping de la station de métro aérienne pour qu'elle soit attractive. Et on est en pleine concertation avec les équipes du Sporting pour les soutenir. Mais on ne peut pas intervenir directement financièrement, en sachant que le scénario par défaut, c'est de rester ici en centre-ville. Et le stade doit avoir quelques mises en conformité, mais ça a aussi un scénario qui a son intérêt. Mais on soutient pleinement le Sporting dans son projet. Sur la question Madame de Marcinelle de Lumons, ex-Binchoise, Carolo convaincu, je vous ai bien cerné? Bon. C'est vrai. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de supporters du Standard ce soir. Ou alors on s'est trompé. Jusqu'ici, on s'entendait bien, professeur. Hein, mais... vous avez raison. C'est le sujet numéro 1. C'est le sujet numéro 1. Je ne peux pas le dire autrement. Quand on a fait campagne dans tous les quartiers de Charleroi, ça revient tout le temps. Quand je regarde les réseaux sociaux, ça me rend dingue. Et alors, on peut faire ce qu'on a fait en campagne électorale, c'est dire, en fait, regardez les chiffres, le nombre d'arrestations ou de faits violents diminue. Toujours est-il que ce qui compte vraiment, c'est le ressenti du citoyen. Et aujourd'hui, c'est la priorité numéro 1 des citoyens. Et donc, on doit l'entendre et on doit agir. On va agir comment? Avec des leviers directs et indirects. Le premier, c'est que je suis en train de travailler avec la police de Charleroi. On a 1000 policiers dans notre zone de police pour faire en sorte qu'ils soient plus dans les rues. Et ça passe par un travail qui n'est pas simple, à la fois de simplification administrative, parce qu'on paye des policiers pour être dans la rue, pas derrière leur bureau à rédiger des rapports. C'est pas simple, hein, discuter de ça avec des policiers. Renforcer le rôle de la police de proximité. Mais ça passe par là. Et aussi revoir certaines pratiques. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des policiers qui tournent X fois par jour. Et franchement, moi, quand je vois les statistiques, ils sont présents. Mais c'est juste qu'en fait, ils passent à 2 en voiture. C'est pas le plus efficace pour donner un sentiment de proximité par rapport à un agent qui est à pied dans les quartiers. Deuxièmement, on a des moyens technologiques. Les caméras. C'est pas parfait, ça remplacera jamais un agent, mais ça permet d'avoir une présence des forces de l'ordre plus importante, de pouvoir faciliter certains devoirs d'enquête. Charleroi a été la ville qui, sur les 5 dernières années, a déployé le plus rapidement des caméras en Wallonie. On en a plus ou moins 240 ou 250 qui sont actives. Mais on veut encore doubler ça dans les années précédentes sur ce qu'on appelle des hotspots d'insécurité. On sait qu'il y a du deal ou on sait qu'il y a des dépôts clandestins, etc. Ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier sur lequel on travaille avec Éric Goffard, c'est qu'on sait que l'insécurité, elle naît aussi quand il y a de la saleté. Et donc, quand il y a des dépôts clandestins, ça attire certaines populations, ça crée un sentiment d'insécurité, même s'il n'y a personne. Et donc, agir sur la propreté, c'est agir sur la sécurité. Donc, les policiers dans la rue, des caméras, la lutte conjointe sur la propreté et les dépôts clandestins. Le quatrième levier qui n'est pas le plus simple, c'est qu'en fait, et là je vais faire ce qu'on fait rarement en politique, mais un aveu c'est très compliqué, c'est le trafic de drogue. C'est qu'on a... c'est super d'avoir le port d'Anvers en Belgique, et ça crée plein d'activités économiques, y compris chez nous, mais malheureusement, on est la porte d'entrée pour le trafic de cocaïne et d'autres stupéfiants en Europe, et donc Charleroi sert aussi de base arrière par rapport à la porte d'entrée qui est Anvers pour la drogue. Et ça, malheureusement, c'est pas avec mes 1000 policiers de Charleroi, même s'ils sont tous dans la rue et même si j'ai 500 caméras, que je vais pouvoir résoudre le problème. Donc il y a une vraie question de concertation avec le fédéral. Pas que je dis c'est pas mon problème, c'est le problème du fédéral, mais on n'y arrivera pas tout seul. Ça doit être coordonné entre les grandes villes, avec la police fédérale, avec Anvers, pour avoir une vraie approche intégrée de la lutte contre la drogue à l'échelle du territoire. Et c'est pour ça que j'étais furieux la semaine passée. Vous avez peut-être vu la conférence de presse avec le procureur de Roy. Il y a des faits de violence à Bruxelles. Que fait le parquet de Bruxelles? Il prend des policiers de Charleroi, il les déplace à Bruxelles. Alors, en fait, vous déplacez le problème, c'est-à-dire que les dealers sont pas débiles, ils vont voir qu'il y a moins d'effectifs à Charleroi, ils vont déplacer des activités à Charleroi. Et donc l'enjeu, c'est un enjeu d'effectif global et de est-ce qu'on met les moyens devant ce fléau
actuel qui est le trafic de drogue, qui nourrit une mafia, qui détruit notre jeunesse. C'est un vrai enjeu. Et le cinquième levier, c'est que, et qui est lié à la question que vous avez posée, monsieur le professeur d'architecture à Mons, aussi Carolo, plus ou moins convaincu, si j'ai bien compris, c'est la densité. C'est qu'en fait, ce qui crée aussi le sentiment d'insécurité à Charleroi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens dans les rues. Quand vous aurez plus de familles, et croyez-moi, un jour, il y aura de nouveau plus de familles à Charleroi, plus de gens qui viennent travailler, plus d'activités, etc., dans le centre-ville, même s'il y a... il reste une population problématique qui est là dans toutes les villes, elle est là à Liège, elle est là à Bruxelles, etc. En fait, vous avez moins le sentiment d'insécurité si vous n'êtes pas tout seul avec elle dans les rues. Et donc, le moyen de long terme, c'est ce moyen de densification, de recréer de l'habitat, de recréer de la vie. Et donc, c'est entre guillemets, désolé, c'est pas une réponse facile parce que quelqu'un qui vous fait croire qu'il y a une réponse facile a un problème complexe. En général, il vous raconte pas la vérité. Et donc, on a des leviers de très court terme sur lesquels on s'active. On s'active déjà. Hein, je veux dire, si vous regardez les rondes de police qu'on fait en cible, en particulier les quartiers très compliqués pour le moment, Marchienne, certains axes à Montigny-sur-Sambre, etc. Le déploiement de caméras avec la fédérale par rapport à la drogue. Et puis, à moyen terme, sur la densité de logement. Par rapport à vos questions, je suis 100% d'accord avec eux. C'est la grande différence entre un Carolo et un Liégeois. Non seulement c'est son club de foot, même si on a des traîtres chez nous. Mais c'est la tâche. Un Liégeois fera preuve d'une mauvaise foi crasse pour défendre sa ville, quoi qu'il arrive. Un Carolo va jamais hésiter à dire ouais, mais je vous l'avais bien dit que c'était une ville de merde. Alors qu'il adore sa ville. Il met son t-shirt je suis fier d'être baraki, né à Charleroi, Carolo qui est bien élevé. Mais il va vous dire dans la même phrase putain, ma ville, elle est puante et trucs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la com est une partie de la réalité. Et il y a des phénomènes qui Enfin, il faut pas abuser de ça, mais c'est en commençant par s'auto-convaincre soi-même qu'on convainc les autres. Si vous-même, vous n'êtes pas convaincu, c'est très compliqué d'aller convaincre les autres. C'est la même chose. C'est ce que je dis à mes militants en politique. Soyez convaincus d'abord vous-même, et puis après, vous irez parler aux autres. Donc, faites tout le travail d'éducation populaire, etc. Et ça vaut aussi pour Charleroi. Mais ça peut pas être que de la com. C'est-à-dire que les Carolo qui râlent, il faut aussi pas faire une communication d'autruche en leur disant non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Non, il y a un vrai sentiment d'insécurité qu'il faut reconnaître. Donc, mais il faut que la com et l'action se rejoignent. Sur le R9, vous avez raison. Je sais qu'il y a des admirateurs de Jean Hiernaud dont je fais partie dans la salle. Mais ce ring, voilà, ça a été fait. Ça reste une particularité, une singularité de Charleroi. Chaque fois que vous avez un photographe étranger à Charleroi ou quelqu'un que vous amenez la première fois à Charleroi, c'est le truc qui vous dit putain, ça c'est vraiment extraordinaire, ce truc hollywoodien qui surplombe toute la ville avec des usines, la ville, le truc. Et c'est assez poétique, je trouve. Enfin, quand vous le prenez le noir... Non, mais... ne rigolez pas, monsieur le vice-recteur, mais moi, j'adore... Si vous voulez, pour le moment, ma plus grande satisfaction, il faut se satisfaire de peu dans la vie, hein, mais c'est de faire des tours de ring de Charleroi et de compter les grues. Et je me dis, ah mais ça c'est génial, ça c'est le chantier de l'usine de mon copain, ça c'est E6K qui construit, ça c'est un bâtiment au boulevard Thiroux qu'on rénove, ça c'est l'Anversois qu'on a convaincu de faire sa tour de bureau au fond du boulevard Thiroux. Parce qu'une ville qui vit, c'est une ville qui se construit, c'est une ville qui évolue, et Charleroi c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a presque l'impression qu'on est dans un parc d'attractions quand on fait ce tour de ce ring et qu'on voit toute la ville. Bon, je pousse un petit peu à volonté, hein, parce que je sens qu'on est chaud ce soir. Mais c'est aussi un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement fluide, qu'en fait, c'est tellement simple de contourner Charleroi. Je veux dire, moi, ma belle famille, c'est des Carolo qui font partie des Carolo qui ont émigré dans le sud. Ils me disent, en fait, pourquoi on va dans le centre de Charleroi quand je veux faire mes courses, je prends le petit ring. Et c'est tellement simple d'éviter le centre-ville pour aller à Couillet, à Bellefleur, pour aller même à Gosselies, que de rentrer dans le centre-ville. Qu'en fait, pourquoi je viens dans le centre-ville? Ce qui revient à l'essence de la discussion qu'on avait, de comment on crée des attractions, ou comment on crée un cadre à Charleroi qui fait que vous avez une expérience que vous n'avez pas dans un centre commercial. Et y compris d'aborder des questions tabous. C'est-à-dire que pourquoi vous allez poser au Carolo, pourquoi vous allez à Ville 2, pourquoi vous allez à Bellefleur, pourquoi vous allez... La première question qu'il va vous poser, c'est parce que le parking est gratos. Ah ben voilà. Non, et donc on peut dire ce qu'on veut, on peut dire oui, mais dans une ville normale, les gens payent le parking. Bah, la réalité, c'est que les Carolos normaux, ils vont à Ville 2 parce que le parking est gratos.
Et donc, tant qu'on n'a pas... alors oui, peut-être qu'à terme, notre ville sera tellement attractive qu'on pourra faire payer le parking. Mais en attendant, c'est pour ça qu'on prend des mesures. Moi, je ne suis pas pro-bagnole du tout. Mais étendre la gratuité du parking, ce n'est pas une mesure idiote si on veut faire revenir des gens pour manger en ville. Recréer des poches de parking à proximité immédiate du R9, ce n'est pas des choses qui sont débiles, même si je ne défends pas un modèle de société où la voiture a une place centrale. C'est juste ne pas aller trop vite par rapport à des changements. Bon, ces nivelles le font déjà. Et ben voilà. Bon. Voilà pour ce premier jet de réponse. Est-ce qu'on a encore le temps, monsieur le bourgmestre, ou vous êtes vraiment coincé là? De toute façon, j'ai perdu, donc... Eh bien, on va faire une deuxième... Non, mais monsieur, ne posez pas la des parole questions au premier, compliquées. là-bas. Je ne pense pas que ça sera possible de prendre tout le monde. Non, je vais va juste en faire prendre... sans blague, je vais partir dans 5 minutes, donc c'est vrai que c'est... Dans 5 minutes. On prend les questions. Deux questions. Allez-y, monsieur. Oui, elle sera courte. Pour attirer de nouveaux investisseurs ou ramener des investisseurs à Charleroi, il y a un problème d'image, vous l'avez signalé, vous y travaillez. Pour ramener les jeunes aussi à Charleroi, les jeunes étudiants, les jeunes cadres, dont on a un urgent besoin, parce que n'ayant pas eu il y a très peu de jeunes cadres issus à Charleroi et en plus ils partent. Donc, pour les ramener, il y a un gros problème quand même qui se pose sur l'image pour ces gens, les investisseurs et les étudiants, les futurs cadres. C'est le problème des gréviculteurs de Charleroi. Des gréviculteurs. Les gréviculteurs, ceux qui cultivent, Ouais. le seul moyen de progrès. Je dirais que là, il y a quand même un problème d'image qui se pose de façon importante. Comment peut-on faire évoluer les choses et faire des syndicats, s'il faut quand même les appeler par leur nom, des partenaires constructifs et pas destructeurs. Voilà, merci. Et alors, au hasard, monsieur là-bas. Ah ben oui, mais ça sera le dernier. Et puis voilà. Hein, voilà. Allez-y, monsieur. Bref, hein. Voilà. Concis. J'ai travaillé il y a longtemps sous l'égide de Jean-Claude Cohenberg à la problématique de migration de population sur Charleroi. Et j'ai finalement fait un travail dont le titre était « La ville de Charleroi est-elle une ville adaptée à la personne âgée ?» Si vous deviez résoudre cette question, à quoi pensez-vous? Alors, on va répondre. Monsieur Derby va répondre. Sur la question S'il de veut bien. Oui, bien sûr. Sur la question de la culture de la grève, oui, probablement. Et c'est vrai que ça ressort encore parfois avec des investisseurs flamands qui disent oui, mais est-ce que les relations sociales, etc. Dans la pratique, et je vous invite à regarder certaines statistiques, honnêtement, il y a encore des différences régionales un petit peu entre la Flandre et la Wallonie, mais pas significatives entre les bassins wallons. Et de toute façon, le tissu économique évolue de telle façon à ce qu'on est moins, à l'exception des services publics, et aujourd'hui est un excellent exemple, mais impacté par des grandes grèves comme dans les années où il y avait des gigas ensemble qui prenaient 3-4 000 employés dans une même structure. Aujourd'hui, les plus grandes boîtes sur Charleroi, c'est Alstom, ils sont 1300, Thales, ils sont 800. Donc on a moins de très très gros employeurs, mais par la nature de l'évolution économique, c'est plus des PME avec des plus petites structures et des cultures aussi en interne qui changent. Par contre, les partenaires syndicaux, et ça c'est intéressant à Charleroi, je trouve sont des partenaires intéressants sur toute une série de thématiques. Par exemple, au niveau de Charleroi Métropole, les syndicats ont un rôle important. Ça fait aussi partie vraiment de notre histoire et de la façon dont on construit des meilleures solutions, les concertances, et en impliquant chacun, que ce soit du monde patronal ou du monde syndical. Et cette histoire de la concertation, elle fait aussi partie de Charleroi. Sur la personne âgée, c'est intéressant que vous me posiez la question parce que quand on réfléchit à rendre Charleroi plus attractif, en fait, il y a deux publics cibles sur lesquels je pense qu'on peut raconter une histoire d'attractivité plus forte. Les premiers publics cibles, c'est les jeunes ménages. C'est moi, il y a 5 ans. C'est-à-dire, en fait, vous habitez à Bruxelles ou à Namur, ou je sais pas, vous avez votre premier enfant, puis votre deuxième, vous êtes dans un appart, vous dites, je cherche plus de surface, et je cherche une ville où il y a des chouettes écoles, où c'est assez vert. Et en fait, là, Charleroi coche beaucoup de cases. Enfin, si vous voulez acheter une maison... moi, c'est mon histoire. J'étais à Charleroi, à Bruxelles, en appart. Je suis revenu pour le boulot, mais je suis aussi revenu parce que acheter un appart 3 chambres à Bruxelles, c'est devenu quasiment impossible. Et pour un tiers du prix en moins, vous avez une super maison à Charleroi.
Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail, mais vraiment de communication, parce que les gens ne le savent pas. Moi, j'ai des amis à Bruxelles ou dans le Brabant wallon, je leur dis, écoute, pour le prix de ton taudis AXL, regarde le palace que tu peux avoir à Marcinelle. Mais les gens ne réalisent pas. Enfin, je veux dire, il y a une forme d'asymétrie d'information. Et ça, je pense qu'il y a une dose de communication. Il faut travailler sur les fondamentaux, la sécurité, la propreté, etc. Mais il y a aussi une part de communication. Le deuxième public sur lequel je le crois, c'est le public de mes parents. C'est quelques années après la pension. En fait, j'ai eu une grande maison. Mes enfants sont partis. Je veux avoir quelque chose de plus petit, de plein pied ou avec un ascenseur. Et en fait, c'est pas mal si j'ai un théâtre pas loin. C'est pas mal si je peux faire mes courses à pied. Et dans le fond, les villes, elles ont été conçues pour ça. Et là, on a un potentiel d'attractivité. Potentiel d'attractivité qui, et je boucle sur la question de la Carolo convaincue de Marcinelle de Binche, sera conditionné par la sécurité, par la propreté, qui sont des fondements vraiment importants et des conditions sine qua non pour que ça marche. Mais donc voilà, c'est je pense, une proposition de valeur qu'on veut développer à l'avenir. Voilà. Alors, avant qu'il ne s'échappe, il n'était peut-être pas le Carolo de l'année, mais le Carolo de cette soirée. Donc, on va le remercier chaleureusement. Merci pour la présentation. Merci à tous et bonne soirée. Alors, je vais quand même vous retenir quelques instants supplémentaires parce que j'ai remercié Monsieur Dermine, mais ce n'est pas la seule personne à remercier ce soir. Je voudrais chaleureusement remercier les équipes de l'UMONS, et particulièrement notre Céline qui œuvre à toutes les conférences de manière dans les coulisses, mais de manière fort efficace. Maria, Simon. Vas-y. Oui. Je sais pas. Il y a le patron qui me rappelle. Et donc oui, je vais mettre la slide, c'est ça la question de Monsieur Pagano, mais le truc ne fonctionne plus. Voilà. J'y avais pensé, mais la technique... Voilà. Alors, et je vais profiter aussi de votre attention pour vous proposer la prochaine conférence qui aura lieu le 15 mai avec une personne qui m'est particulièrement chère, puisque pour ceux qui sont des habitués des conférences, vous savez peut-être qu'il s'agira de ma doctorante, Aurélie Vachaudet, qui est à la fois professeure à la Haute École Condorcet, mais qui donc fait de la recherche et qui nous parlera donc de la technologie d'intelligence artificielle au service de l'expérience client. Et donc, je vous invite d'ores et déjà, la communication va bientôt partir, mais bloquez la date dans vos agendas respectifs. Alors, avant de terminer et de vous inviter au traditionnel verre de l'amitié, je voudrais juste poser une petite question à Monsieur Pagano pour qu'il retrace un peu l'historique de nos conférences et qu'il justifie aussi le choix du thème de ce soir et qu'il explique peut-être les thèmes à venir. Oui, justement, ça nous permet de faire le lien avec une des conférences qui suivra. Donc, 2024 était une année électorale, à la fois au niveau fédéral, au niveau régional et au niveau local, et nous en avons tenu compte lorsque nous avons réfléchi à la liste de nos invités. Ainsi, si vous vous souvenez, nous avons d'abord reçu Caroline Séguesser, la chercheuse du CRISP, Bert Kruismans, notre journaliste flamand, et Serge Deruet, notre professeur de sciences politiques, pour commenter les résultats des élections fédérales. C'était le 13 juin, donc juste après les élections. Ici, nous avons eu le deuxième volet du triptyque, c'est-à-dire que nous avions prévu d'inviter le ou la bourgmestre de Charleroi, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, puisque, souvenez-vous, qu'il était parfaitement possible que ce soit une dame qui soit bourgmestre. Ça ne s'est pas réalisé, mais l'idée était d'inviter le bourgmestre ou la bourgmestre. De la même façon, nous avons convenu d'inviter le ministre-président ou la ministre-présidente de la région wallonne. Il se fait que c'est aussi un homme. Et là, j'ai pris les premiers contacts avec le cabinet de Monsieur Dolimont, qui est Carolo aussi. D'ailleurs, il est également cité comme Carolo de l'année.
avec M. Dolimon. Bon, bien entendu, il y a la question des dates et des agendas. Vous imaginez bien que c'est difficile, mais on a en tête quelque chose autour de septembre-octobre où nous recevrons le ministre-président comme nous avons reçu le bourgmestre et comme on a reçu les analystes politiques précédemment. Ça fermera le triptyque et après, pendant un certain temps, on parlera d'autre chose que de politique ou de sciences politiques. Voilà, donc comme le disait Angie, ben maintenant, il nous reste le plaisir de vous inviter au verre de l'amitié dans le hall de ce superbe bâtiment. Merci. Merci à tous.